Alors, je pense que je vais commencer. Il est déjà 23h05. Donc, aujourd'hui, Ouais, comme vous avez pu voir sur... souvent, ça arrive Oh là là. aussi dans ces genres de discussion. Hein? Souvent, c'est l'application qui bête. Allô? Allô, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Doumbia Sabou. Si vous avez une connexion qui n'est pas bonne, il y a la dialogue de discussion qui est à côté. Vous pouvez envoyer un message. On essaiera de vous répondre au mieux. Oui, c'est mieux. Au lieu de parler, vous pouvez juste envoyer un message écrit. Comme ça, on va voir le message. OK? Ça va pour tout le monde? D'accord. Donc, moi, je vais commencer. Comme vous avez pu voir sur l'annonce, je vais faire du mélange de bambara et de français. Sur la première édition, la première session de formation de coaching dont on a parlé, il y a environ 8 à 9 sujets qui sont écrits et c'est de ça dont on va débattre aujourd'hui. Il y a d'abord l'aliment, ensuite l'alvéole, ensuite les sujets parentaux, ce qu'on appelle encore les reproducteurs. Ensuite, on parle de poussins, on parle de poulet de chair de pondeuse, de volaille ornementale, de volaille hybride et d'abattage. Ensuite, il y aura une séance de questions et de réponses. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça d'abord? On a perdu M. Koulibaly. M. Koulibaly, ok, j'espère qu'il va revenir. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? C'est pour vous donner une idée à peu près de ce qui va venir comme question au concours. C'est-à-dire pour vous expliquer concours là, question maintenant quoi. Ce n'est pas pour vous donner les questions, bien sûr. C'est pour vous donner juste une idée sur comment est-ce que les questions vont venir. Et maintenant, je vais essayer de faire un ramassé de ces différents points-là, sans perdre trop de temps là-dessus. Sans perdre trop de temps là-dessus. On va essayer de faire rapidement, OK, pour que l'on puisse avoir plus de temps dans les discussions. Ça aurait été bien si on pouvait avoir quelque chose d'interactif, si les gens y participaient aussi, OK. On a des messages dans le groupe, je vais y répondre aussi. D'accord, OK. Monsieur Philippe, j'ai reçu votre message dans le groupe, très bien. Donc maintenant, le premier point dont on va débattre aujourd'hui, c'est bien sûr l'aliment. Akmana Akan déjà dans l'affiche. Maintenant, si on parle d'aliments dans le côté de la volaille, l'aliment volaille, c'est bien sûr la première partie de la chaîne de valeur côté nutritif. L'aliment volaille, ça représente aussi pour le producteur presque 60% de son coût. Ça, si on part dans le sens financier. Donc, c'est bien sûr une partie très importante de l'agriculture. Sans l'aliment volaille, bien sûr, rien ne tourne. On peut avoir un bon poulailler, on peut avoir de bons sujets. Si l'aliment fait défaut, c'est le problème. Si la formule de l'aliment fait défaut, c'est le problème. Maintenant, concernant l'aliment, toute personne qui est dans l'agriculture a quelques notions obligatoirement, même si c'est une production agricole de, je ne sais pas, de canard ou de pintade, quoi que ce soit de ce genre. On a une culture générale sur l'aliment. Parce que l'aliment réellement est très important et peut faire foirer comme peut faire marcher la série de production. Maintenant, en ramasser, qu'est-ce qu'on peut dire sur la formulation de l'aliment, les composantes de l'aliment?
la protection de l'aliment contre les intempéries, contre les bêtes, la conservation de l'aliment, la distribution de l'aliment et les paramètres de l'aliment. Voilà surtout les points qui seront traités lors du concours. Et par rapport à ces points-là, la personne qui parviendra à donner plus ou moins d'informations sera sûre de pouvoir répondre à plusieurs questions. Donc maintenant, moi, je vais essayer d'en parler un peu. Concernant l'aliment, ce qu'il y a comme partie très importante, c'est 4. Il y a une énergie métabolisable qui doit être amenée par l'aliment. Il y a des protéines brutes, du calcium et le phosphore. Maintenant, les pourcentages de ces différents produits dans l'aliment permettent de maintenir soit la ponte des poulets de chair, soit la croissance du poulet normal ou des autres volailles. En général, quand les gens font les formules alimentaires sans les concentrer, parce qu'on achète en général les différentes grandes marques, comme le Coudis et tout. Sans cela, la formule alimentaire, elle est faite à base de quoi? Je ne sais pas si quelqu'un peut essayer d'intervenir présentement par rapport à ce point-là. Vous pouvez garder vos micros ouverts. Hein. C'est mieux si c'est interactif. Je vois qu'il y a pas mal de personnes. Donc, c'est mieux si c'est interactif. Par rapport aux aliments naturels que l'on peut utiliser, qu'est-ce que vous pouvez dire? Par exemple, je commence. Le maïs. Le maïs, c'est la première partie. Le maïs, il est remplaçable. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Le maïs, il est remplaçable. Et en quantité, c'est-à-dire le pourcentage de maïs. Normalement, le maïs se représente environ 60% de mélange. Mais le maïs, il est remplaçable. Il y a la possibilité d'utiliser le sorgho à sa place. C'est une étude menée par Ikrizat, je crois, qui est en train de développer ça présentement chez nous. Mais c'est en train de partir lentement. Maintenant, avec le maïs, la farine de poisson, avec la farine de graines de soja, le calcaire broyé et la farine d'os. Avec ces 5 produits-là, en utilisant des pourcentages de phosphore, de calcium, de protéines et d'énergie métabolisable correcte, nous parvenons à avoir une formule alimentaire. Maintenant, ces formules alimentaires-là, il faut pouvoir les malayer, les protéger, les transposer, les transporter de manière correcte pour pouvoir arriver à donner un sens à l'aliment qu'on donne à nos bêtes. Et dans cette chaîne alimentaire-là, la production de la matière première est très importante. C'est-à-dire ce dont je parle tout de suite là. Si la production de cette matière première fait défaut, pouvoir réaliser la formule, même si on parvient à réaliser la formule avec les quantités qu'il faut, souvent le prix va monter. Comme tout de suite, par exemple, sur le marché malien, je pense que le maïs est venu à 22 500. Le maïs à 22 500, bien sûr, c'est une catastrophe pour les producteurs. Quelque chose qui est normalement autour de 14 000, 13 000, 14 000. Mais pourquoi cela arrive? Parce qu'on n'a pas la maîtrise de la chaîne. Si on avait la maîtrise de la chaîne, on ne parviendrait jamais à arriver à ce niveau-là. Et avoir la maîtrise de la chaîne, c'est justement ce qui est en train de nous pousser, nous, à venir vers ce concours et ensuite ces formations-là, pour pouvoir inviter les différents acteurs à se concentrer et à essayer de comprendre le bienfait qu'il y a dans la stabilisation des activités, dans la disciplinarisation des activités. Par exemple, ici, nous avons combien de personnes? On a presque une dizaine de personnes. Imaginez-vous que nous, ensemble, on soit dans une chaîne alimentaire de volailles et que nous voulons tous gagner de l'argent. Tous, nous voulons gagner de l'argent. Maintenant, parmi nous, par exemple, il y a Diallo Seydou. Diallo Seydou,
si lui, il produit du poulet de chair et que Soutera, Traoré, Sidibé, Bafi, tout le monde veut produire du poulet de chair. Maintenant, en produisant notre poulet de chair, on est tous obligés d'acheter ces intrants-là. On est d'accord. Les aliments et tout. On est tous obligés d'acheter. Maintenant, si on se donne la main et qu'on désigne, par exemple, Mariko ou bien Koulibaly, ou les deux, comme ceux parmi nous qui vont arrêter de produire le poulet de chair et produire l'aliment pour tout le reste. Et que tout le reste d'entre nous décidons d'acheter l'aliment avec ces deux-là. Vous savez ce qui va arriver? Ces deux-là, attendez, j'ai des messages. Maintenant que je viens de voir l'information sur le coup, non plus dans le box. Je sais comment faire le chemin. Moi, je ne peux pas le chanter. Bafi, vous n'entendez pas? Et le reste des personnes, est-ce que vous entendez? S'il vous plaît, si vous entendez, faites-nous signe. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Moi, je suis en train de parler avec. Je vais enlever ça. Moi, j'entends très bien. Je vous écoute. Koulibaly dit qu'il entend. Bafi? Oui, bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, moi, je n'entends rien. Rien? Oui, de la conférence. Même maintenant? Oui, maintenant, j'attends. Ou bien vous n'avez pas commencé? On a commencé? Est-ce que ton haut-parleur est ouvert? Sinon, on a commencé il y a longtemps. Ah, ok. Donc maintenant, si tu entends. Les autres, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Si on s'entend mutuellement là-haut, ça dit quoi? Sauf si nous mangeons d'abord, ouvrez votre micro. Gardez vos micros ouverts. Quoi. Donc moi, je disais que si nous, on décide de mettre Koulibaly et Mariko sur les aliments et que tout le reste d'entre nous, on produit. OK? Mais un bébé aliment sont au boulot. Qu'est-ce qui va arriver? Koulibaly et Mariko vont concentrer toute leur énergie sur la production d'aliments. Maintenant, s'ils sont intelligents, nous, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils regardent, on a besoin de quoi? On a besoin de céréales. On a besoin des aliments énergétiques. On a besoin de protéines animales. On a besoin de protéines végétales. On a besoin de calcaire broyé. On a besoin de sources de phosphore. On a besoin de mélange de vitamines et de minéraux. Les pigments, si on veut, on peut ajouter, surtout pour les poulets. Mais pour les poulets de chair. Donc, dans cette formule-là, s'ils sont intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder 50%, plus de 50% de céréales des camps. Donc, ils peuvent dire entre eux que l'un se charge du maïs, l'autre se charge des autres produits. Vous dites à Chobela à chaque fois, pour leur usine de production d'aliments, que les intrants viennent. Si eux, ils parviennent à se donner cette vous pouvez casser un maintien durant toute la saison et durant les 12 mois de l'année. Et de cette manière-là, on pourra stabiliser l'aliment. Tant qu'on est dans la logique que tout le monde se jette à la production, aliments à tout le monde, aliments, ça ne soit pas de manière correcte. On va rester dans tous les jours, malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Le prix du maïs, le prix du flambe. Presque tout. Et quand ça arrive, beaucoup de petits producteurs arrêtent de produire. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand beaucoup de petits producteurs arrêtent de produire, qu'est-ce qui arrive? La chaîne de valeur se casse.
La chaîne de valeur, c'est parce que dans votre cas, matière première sera trop là. Pas l'année à prix là. Ça, c'est une défaillance. On doit tout faire pour que les gens. Donc, de cette manière-là, l'aliment représente vraiment une partie très importante. Donc, c'est-à-dire si ensemble, on parvient à faire en sorte de maîtriser la venue des matières premières, vous allez voir que ça va nous donner une certaine puissance, une certaine force. Maintenant, ce qu'il faudra, si on doit faire un retour pour par rapport au concours, ce qu'il faudra, j'espère que vous êtes en train de prendre note. Ce qu'il faudra retenir, les points sur lesquels peut-être les questions vont se adresser, par rapport à la digestion, surtout, de l'aliment par les différentes diètes. Ensuite, le besoin alimentaire. Quel est le besoin alimentaire? Au moins, on a l'eau. Que représente l'eau dans cette symbiose alimentaire? Le besoin énergétique. Le besoin protéique. Protéines, nous met dedans, la fin du bain. Besoin vitamine. Il faut savoir c'est quoi. Chez Marali, Korotedon, vétérinaire et vitamine Jawalma, Molta Kodi, chez Madron, Arabuya, Matoya, le vétérinaire ou le vétérinaire, Balom Jamai, Balom Yefram Jamai, non, on ne doit pas être dans cette logique-là, on doit comprendre. Il faut essayer de comprendre. Comprendre pourquoi est-ce qu'on fait quoi. Il y a à fin famille où là, quand tu donnes et que ça n'a pas le résultat, tu cherches, tu sais là où chercher. Mais quand tu ne comprends pas, est-ce que l'on a fait quelque chose de très et tant une famille où là, tu vas avoir des problèmes. Ensuite, il y a la formulation. Il y a la formulation du régime de la volaille par calcul. Au calcul, quand la formulation que tu as face aux vitamines, face à la matière première, face aux produits de concentré. Après, la préparation des mélanges, comment ça se fait? On a les principes appliqués à la formulation. Quand on fait la formulation, les choses dont on doit tenir compte en termes de principes et les effets des diverses contraintes sur la formation de la ration, sur la formulation de la ration. Parce que les contraintes climatiques, les contraintes environnementales peuvent jouer aussi sur la réaction du poulet. Je vous donne un exemple de ça. Vous le savez, ça m'y a fait. Quand il pleut, tu peux avoir la meilleure formulation, mais il sentit le cas du solo quand tout le temps avec un chef traité, par exemple en termes de poulet de chef, tu ne vas pas avoir le rendement que tu es supposé avoir. Donc, par exemple, il y a un météo qui a affiché pour 100 barres. Donc, si toi, tu essayes de mélanger vraiment de manière professionnelle dans la matière première compliquée ou un bédo, matière première la condition, ça ne va pas servir. Donc, par exemple, sans tout, au tu peux utiliser certaines matières premières. Peut-être. C'est-à-dire que c'est des formules, bien sûr, qu'il faut voir par rapport à là où tu es, sans me fier à des selon comment tu vas avec fier à des ça dépend de tout ça. Quoi. On ne va pas donner directement un truc global, alors que ça va faire une production que tout est. Bien sûr, on parle de sujets qui sont produits à l'air libre. Si on passe au poulailler fermé, c'est toute une autre histoire. Donc, concernant l'aliment, ce que j'ai dit à peu près, c'est des choses dont il faudra tenir compte. Pour ceux qui ont pris note, j'espère que cela vous suffira pour avoir de bons points si vous choisissez la filière aliments. On va passer au deuxième point. Le deuxième point, ça concerne les plateaux d'alvéoles. Les plateaux d'alvéoles, c'est
l'une des parties les moins importantes, c'est ce qu'on pensait, que c'est l'une des parties les moins importantes de la chaîne de valeur, surtout pour les gens qui font les pondeuses. Pourquoi? Parce que alvéole de quoi? Je dis alvéole chronique. Je sais qu'on manquait Walmart dans notre laboratoire. Mais durant la crise de Covid, dans on a vu Mandokera ou alvéole de la sorte. Pondeuse trou et alvéole trou ne font pas. Parce que alvéole me produit carton coro ni papier coro ni journaux coro ni phénomène. Maintenant, Covid y a tout frontière ou d'atoulan. Frontière ou d'atoulan, et conteneur ou tegado, comme il le faut. Le conteneur ou de domaine en carton coro ni fond. Donc, ça fait que carton coro ni tegado comme ou quand on se donc, alvéole produit là ou comme matière première, c'est quoi? C'est ça, c'est les anciens cartons, c'est les papiers, les vieux journaux et tout. Ou comme matière première ou matière première. Donc, matière alvéole produit comme il le faut. Quand matière alvéole produit, le principe de l'offre et la demande, donc alvéoles sont balaga. Quand on a arrivé à la période, dans la période où on était fatigué. Parce que nous, ce que ça nous a causé, c'est de grandes pertes à cause d'une petite insécurité. Vous voyez, ce qui peut nous arriver. De grandes pertes parce que chef en produit là où Chama ne parvenait pas à collecter les eaux comme il le faut, on en a et d'où. Donc, chef en tonton, chef en tonton, il faut alvéole parce que alvéole crée ça nous, chef en. Donc, j'étais obligé, quand on est chef en tontonner, et souvent c'était les œufs qui étaient restés longtemps au champ. Ça fait que nous qui faisons le conditionnement des œufs, en quel encore conditionnement avec la supermarché, on a fait des problèmes. Les gens n'ont pas pu, malheureusement, consommer ces œufs-là. Et ça nous a causé vraiment des problèmes au niveau de notre clientèle et tout. Donc maintenant, le processus de fabrication des plateaux d'alvéoles, je vais vous appeler surtout à faire des recherches sur ça. C'est-à-dire que comment est-ce que ça se produit, comment est-ce que ces machines-là marchent. Ensuite, ces machines-là, quand tu les utilises, les choses auxquelles tu dois faire attention. Quelles sont les différentes parties des machines? Dans quelles conditions est-ce que ça fait sortir des œufs, des alvéoles jaunes, grises, bleues, marron? Donc, comment est-ce que la production se fait, quoi? C'est lié surtout à un type de machine ou à quelques types de machines. Donc, vraiment, ça ne sera pas quelque chose de très difficile pour vous, normalement, de faire des recherches sur cela. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Seulement, il y a un point que je vais toucher. Les alvéoles, c'est fait avec des machines pouvant faire beaucoup de types de cartons. Et nous, malheureusement, au Mali, on est très limité par rapport à cette histoire. La seule alvéole qu'on produisait jusqu'à un passé très récent, c'était l'alvéole de 30. L'alvéole de 30, alors qu'il y a des alvéoles pour 20, 15, 12, 10, 10, 18, qui sont normalement demandés. C'est-à-dire que si ils le font, vous allez voir que la population va vouloir acheter. Mais ils se contentent du minimum qu'ils font déjà. C'est-à-dire le plateau d'alvéole de 30, presque tous, c'est ce qu'ils font. Et là, c'est dommage parce que il y a un besoin qui est là. Le marché en a besoin, le marché le réclame. On ne parvient pas à le trouver là-bas. Nous autres, on est obligés d'acheter ces choses-là de l'étranger alors qu'il y a besoin d'en fait. Donc, quelqu'un en se concentrant sur le marché de la production d'alvéoles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va non seulement, dans un premier temps,
pouvoir bénéficier d'un revenu face à la matière première qu'il peut vendre à l'usine, mais bénéficier d'un marché supplémentaire en produisant des alvéoles de différentes tailles. Et ces alvéoles de différentes tailles-là ont déjà des marchés, comme je vous le dis ici. Maintenant, à côté des alvéoles en carton, il y a les alvéoles en plastique qui utilisent en général du polypropylène, du polyéthylène dans les machines d'injection et de soufflage, les usines plastiques. Donc, ça, c'est des produits aussi, malheureusement, qu'on est obligé d'importer. Et cela n'est pas très plaisant. Parce que tiens, là, ce pas des travaux difficiles. On peut y arriver normalement en se donnant juste un peu de vision et en croyant en ces visions-là. En se donnant des visions et en croyant en ces visions. En se donnant des visions et en croyant à ces visions. On peut arriver à produire ces choses très facilement. Ensuite, le troisième point auquel je vais passer, c'est le point le plus attendu, les sujets parentaux. Les sujets parentaux, les reproducteurs, on a très peu de personnes qui travaillent là-dessus. En général, c'est des sujets difficiles. Tout le monde ne parvient pas à le faire. Déjà, l'investissement requiert tellement que en y rentrant, on rentre en hésitant. On rentre vraiment en hésitant. Les reproducteurs, quand vous les regardez, il y a une question qui vous vient à l'esprit. C'est qui est venu en premier? Est-ce que c'est la poule ou bien c'est l'œuf? Pour répondre à cette question-là, ils ont fait un bel article que je vais vous lire rapidement. Lequel est venu en premier, l'œuf ou la poule? La réponse à cette question de longue date est plus compliquée que vous ne le croyez. Ces adorables poussins, tout doux qui arrivent à la ferme d'élevage de poules à griller viennent de quelque part. Et la réponse est le couvoir. Mais d'où viennent les œufs nécessaires pour faire encore un poussin? Voilà où les élevages de reproducteurs de poulets de chair entrent en jeu. Nous pourrions continuer ainsi jusqu'au programme de sélection des poulets à griller. Mais gardons les choses simples et commençons avec les parents des poulets à griller. Quand vous dites que vous allez acheter le poussin, vous savez que il vient de casser l'œuf dont il sort. Et cet œuf-là, ça vient d'où? Ça vient des couleuses, n'est-ce pas? Et l'œuf qui est arrivé à ces couleuses-là. Monsieur le formateur, je voudrais connaître votre avis professionnel sur le vieux débat. L'œuf d'abord ou les parents d'abord? Je vais venir. Ok, parfait. Je pense que mon avis n'est pas très important, mais je vais le donner. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, quand vous voyez les œufs qui viennent des couvoirs, vous savez que les œufs qui viennent des couvoirs, ça vient d'ailleurs aussi. C'est des œufs qui ont été pondus. Ça a été pondu par quoi? Les reproducteurs. Et les reproducteurs, ça, c'est pas du poulet qu'on achète pour manger. Parce que les reproducteurs, ils sont en train de faire des œufs qu'on est en train de vous vendre souvent à 1000 francs, à 1025 francs. Mais pas les œufs, les pondeuses qui viennent d'Europe, là. Maintenant, les reproducteurs, c'est les bêtes qui sont beaucoup plus sécurisées que vous et moi, qui sont mieux gardées que vous et moi, en général. Parce que si quelqu'un vient nous rendre visite,
je me dis que M. Mariko ou bien M. Sylvain Bafi ne va pas me dire que quand quelqu'un vient lui rendre visite, la personne à la porte doit se laver d'abord, changer d'habit, mettre une combinaison avant de venir le voir. C'est pour aller voir les reproducteurs. Même pas les reproducteurs, pour aller voir d'abord les couvoirs. C'est comme ça qu'ils font. Les reproducteurs, en général, on ne les voit même pas. Tu ne peux même pas aller leur rendre visite. Tellement ils sont bien sécurisés, tellement ils sont bien gardés. C'est de gros investissements, de très gros investissements. Et rares sont les personnes qui rentrent dedans. Donc maintenant, avoir une connaissance générale de ces reproducteurs-là, c'est important. Les fermes d'élevage de reproducteurs de poulets de chair qui sont exploités par des producteurs d'œufs d'incubation de poulets de chair élèvent des oiseaux femelles, poules et mâles coqs qui deviennent les parents des poules à griller, des poulets à griller. Ces poulets et ces coqs s'accouplent pour produire des œufs fertilisés, pas les mêmes que ceux que nous mangeons, qui sont vendus au couvoir aux fins d'incubation. Donc les reproducteurs, les œufs qu'eux ils donnent, c'est pas comme les œufs de la pondeuse. La pondeuse mange pour pondre des œufs. La pondeuse, ce n'est pas après accouplement qu'elle pond des œufs. Mais les reproducteurs, c'est après accouplement. La vie des reproducteurs de poulets de chair compte 2 étapes. L'élevage et l'accouplement. Les éleveurs ont des poulaillers séparés appelés poulaillers d'élevage de poulettes où les poussins sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être transférés au poulailler de reproduction. Le terme poulette est le terme technique utilisé pour désigner une jeune poule avant qu'elle commence à pondre des œufs. Pendant l'étape de l'élevage, les mâles et les femelles sont élevés séparément en raison de leur taux de croissance et besoins nutritionnels différents. Plus tard, les femelles et les mâles seront placés dans le poulailler de reproduction. Les poules commencent à pondre des œufs vers l'âge environ de combien de semaines? Qui sait? Quand est-ce que les poules commencent à pondre? 6 mois. M. Koulibaly veut parler? Oui, 6 mois environ. Bon, je suis en train de parler des poules, des poulettes reproducteurs. Ce n'est pas exactement comme les poules pondeuses. Les poules pondeuses, c'est même avant 6 mois. Les poules pondeuses, les pondeuses commencent depuis à 4 mois et demi, 5 mois, mais c'est des petits œufs, c'est vrai. Environ, je crois. Autour de 5 mois environ, les petits œufs commencent à venir, je crois. Et après 6 mois, 7 mois, avec commencé quelques animaux. Mais les reproducteurs, c'est autour de 6 mois et demi. Ce n'est pas loin. Donc, c'est 26 semaines. Environ 26 semaines. Elles pondent entre 145 et 150 œufs avant la fin de leur période de ponte, prévue environ à 35-40 semaines plus tard. Les fermes d'élevage de reproducteurs de poulets de chair ont des systèmes automatisés pour recueillir les œufs, faisant en sorte que les œufs roulent doucement du pondoir sur un tapis roulant jusqu'à une station de collecte des œufs. Les œufs d'incubation de poulets de chair sont recueillis plusieurs fois par jour et seulement les œufs de haute qualité sont envoyés au couvoir pour éclore en tant que poussins de poulets à griller. Le couvoir passe prendre les œufs d'incubation de la ferme d'élevage et reproducteur de poulets de chair une fois ou plus d'une fois ou plus par semaine. Est-ce que vous voyez? Donc, on parle d'un sujet extrêmement délicat. C'est un soin méticuleux qui est apporté pour veiller à ce que ces boules de plumes douces, jaunes, qui pépillent sortent de leur coquille en tant que poussins, en santé, prêts à être élevés dans une ferme d'élevage de poulets à griller. Ces poussins-là, quand ça sort, n'est-ce pas, ça vient avec le bruit de la... Mais
Ça passe par un périple très difficile. Très difficile. Les 21 jours d'incubation là, quand tu ne maîtrises pas. Parce que tu peux aller acheter les œufs chers, tu viens, tu mets dans ta couveuse et ça ne donne pas le rendement que tu attends. Mais si la chaîne est maîtrisée, alors tu as fait, tu vas voir qu'il y a une possibilité que tu puisses t'en sortir sans grand débat. Sumpera, tu veux parler? Vas-y. Sumpera. 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 Ok, donc je vais continuer. Le quatrième point qu'on a sur la liste, c'est justement le poussin. Et j'ai déjà commencé à parler de ça. Ensuite, nous venons à un sujet, le poulet de chair. Le poulet de chair, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au poulet de chair? Puisque je sais que les 99,99% des Maliens sont. Mais avant de commencer le poulet de chair, il y a quelque chose dont il faut tenir compte concernant les œufs. Il faut essayer de bien travailler ces parties-là, ça peut venir au niveau des questions. Une fois la couveuse installée avec les œufs de volaille, quand vous les prenez avec les sujets parentaux, vous devez correctement régler deux choses. La température d'incubation, qui est de combien de degrés? Qui a une idée là-dessus? La température d'incubation. Bafine, tu as une idée là-dessus? Bafine, on ne t'entend pas. C'est quoi la température d'incubation? C'est entre 35 et 33 degrés. Tu n'es pas loin, mais c'est un peu plus que ça. C'est 37,7 degrés. Okay. C'est 37,7 degrés. Ça, c'est la température idéale pour l'incubation. Oui. Et imaginez-vous que la poule, avant que nous on puisse créer la machine, la poule elle-même, elle parvient à donner ça. Environ ça. À ses œufs. Dieu l'a créé d'une manière à avoir un climat. Ce que nous, on est en train d'essayer de faire avec des moyens tellement colossaux, tellement difficiles, avec les plateaux qui sont là, les plateaux qui tournent, les plateaux qui sont à température idéale ambiante, avec les plateaux qui sont protégés contre toutes sortes de microbes, toutes sortes de virus, ceci, cela. Dieu le fait faire à qui? À une poule. Et sans difficulté. Donc, la température d'incubation maintenue à 37,7 degrés, ça c'est très important. Ensuite, le taux d'humidité. Le taux d'humidité, ça évolue, vous savez, au même rythme que l'embryon. Et ça varie d'une espèce à l'autre par rapport au type d'œuf qu'on est en train d'utiliser. Donc, il est nécessaire en général de ravitailler la couveuse en eau pour maintenir cette humidité-là. Vous pouvez effectuer cela depuis l'extérieur afin d'éviter d'ouvrir l'appareil ou de perdre la chaleur que l'appareil a déjà mis à la disposition des jeunes œufs qui viennent d'être pondus. Donc, il est nécessaire de faire quoi? De retourner aussi les œufs fréquemment durant toute la durée de l'incubation. C'est pourquoi vous allez voir que dans les couveuses, en général, les plateaux, c'est des plateaux qui changent à chaque fois de position. À chaque fois, ça tourne à l'intérieur. Donc ça permet aux embryons de se développer correctement. Donc, selon le modèle de couveuse que vous avez, cette opération se fera effectuer plusieurs fois par jour, par soin, par l'appareil même, directement. Maintenant, quand on fait de l'incubation, il y a un autre paramètre qui est important, le choix de la couveuse. Donc, par rapport aux besoins, le choix de la couveuse, il faut essayer de travailler un peu sur les différents types de couveuses qui existent aujourd'hui. Pourquoi
une couveuse X est préférable à une couveuse Y, vous allez essayer de travailler sur ça. Maintenant, l'élevage du poulet de chair. Je vais vous donner des statistiques concernant la France. Parce que les statistiques chez nous, on ne les a même pas trop, malheureusement. Et on va faire, il est presque 50. On va faire 10 minutes. Ensuite, on va faire une petite pause. Et ensuite, on continue. On va essayer de se dégourdir les gens. Alors, les statistiques en France, ça dit que près de 800 millions de poulets sont élevés et tués chaque année en France pour l'alimentation humaine. Ce qui fait les premières victimes de notre système alimentaire. Actuellement, 70% des animaux terrestres tués en France sont des poulets. Et la consommation de leur chair a augmenté de près de 40% en 2005 et 2015, en 10 ans. Les statistiques françaises sont très importantes pour nous en Afrique francophone en général parce que vous allez voir que c'est corollaire souvent. Vous voyez que ce qui se passe en France, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, nous, ça nous affecte directement. Et nos habitudes alimentaires sont en quelque sorte Je sais calquées. pas si Hein? maintenant on veut pas très mal. Vous entendez mal? Vous entendez mal? Allô? Allô, non, on te reçoit. Ok, donc on va continuer. Donc, les choses qui se passent en France, ça affecte directement nos statistiques à nous aussi parce que malheureusement, nos économies sont directement liées à l'économie française, surtout notre consommation. Notre consommation est directement liée à la consommation française. Parce que on ne produit pas en quantité. Par exemple, je vous donne un exemple. On est tous dans le domaine de l'agriculture, vous et moi. Et une partie de l'agriculture, par exemple, est la transformation du produit fini, surtout le blanc de poulet. Moi, je suis en train de travailler beaucoup sur ça avec mes équipes. La transformation du blanc de poulet en différents produits. Mais quand on regarde les différentes entreprises, les différentes grandes entreprises comme Luma qui sont dans le domaine de l'agriculture, très rares sont les entreprises qui sont en train d'essayer de faire des saucisses, qui sont en train de faire corne-bœuf, on va faire mago corne-poulet. Avec les fambes, c'est tout le temps, un café qui vous peut utiliser fambes. Et ça, c'est un marché qui est là, qui est vide. Vrai ou faux? C'est une partie très importante. C'est un marché qui est là depuis 20 ans presque dans notre pays. Il fait une main importée. Bien d'où faire un blanc de poulet mélangé, il y a un chocolat dollar, à la clé va de produit mon nom, kana faire un doula. Mais un rebat compté ça, c'est les lacunes. Donc, bien sûr, quelqu'un d'autre va le faire et venir nous le vendre. Donc, il y a beaucoup de produits comme ça qui nous viennent. Et dans d'autres secteurs, c'est-à-dire dans le secteur des céréales, dans le secteur des légumes, dans le secteur de ceci, des fruits, de cela. Ou le secteur où on a là, produit où on France, les femmes n'ont parce que on y a banné nos cabarets qui a produit. Alors que ça n'y a un béga ta kata copier ni voisin FM que drone ou li kata ni voisin FM que ni donc on descend que ou li kata ni si on essaie d'apprendre juste un peu ça là, agriculture n'est pas faite chez nous. On a besoin de quoi pour faire ça? On a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. On a besoin d'une machine qui vaut 15 000 francs, une autre machine qui vaut 20 000 francs. Avec ça, est-ce que moi je peux avoir mon usine? Oui, je peux avoir mon usine. Comment est-ce que je vais m'acquérir ma matière première? Je vais acquérir ma matière première avec telle entreprise qui a déjà des difficultés à vendre son blanc de poulet. Le blanc de poulet transformé. Marque un saucisson, marque un merguez, marque un et je vends. Voilà un autre secteur de l'agriculture qui peut se créer juste comme ça. Juste comme ça. Mais les gens préfèrent venir se copier. Donc, quand on regarde à quoi ressemble la vie d'un poulet élevé pour sa chair, la naissance d'abord, c'est dans des couvoirs industriels. On en a parlé tout à l'heure. Ensuite, quel que soit le mode d'élevage, les futurs poulets naissent dans des couvoirs industriels.
qui font éclore des milliers d'œufs par jour. Sans avoir eu le moindre contact avec leur mère, les poussins à peine sortis de l'œuf sont convoyés sur des tapis roulants, triés brutalement pour éliminer les plus faibles, puis vacciner systématiquement les poussins mâles et femelles âgés d'un jour seulement sont alors envoyés dans les élevages d'engraissement. Le trajet en camion, sans eau ni nourriture, peut durer près d'une journée. Arrivés dans les élevages, les jeunes oiseaux grandissent dans le groupe de plusieurs dizaines de milliers d'individus, sans aucun contact avec des poules ou des coqs adultes. C'est une vie difficile. Hein. Nous, mais l'Afrique, on a des olu bɛ bɔ couveuse fɛn yɔrɔ la ka taa don avion de avion bɛ tila ka wuli sanfɛ ka décollage kɛ ka trajet kɛ ka atterrissage kɛ grum 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 o la sufɛla fɛ monsieur Marigo ni monsieur Kulubali bɛ sɔrɔ k'u ka mɔbili ta walima k'u ka gardien bila ka taa aéroport la ka taa u ka poussins kunbɛn an ka poussins nana mais ces poussins là ils vivent difficilement pour que la reproduction là. Donc maintenant plus de 80% des poussins là en France c'est dans des élevages intensifs. Nous ne sommes plus dans la même logique que nous. Eux, c'est des batteries et tout qu'ils mettent. Donc, le poussin, malheureusement, là, il vit des difficultés durant sa production. Maintenant, ces difficultés-là, ces difficultés qui sont réelles, mais que faire? On est dans la logique et dans presque l'obligation de les produire. Donc, quand vous regardez comment ça se fait, là, souvent, ça donne des difficultés vraiment à concevoir. Parce qu'en chronologie inversée, quand on voit en France, par exemple, il y a 32 jours de vie environ pour des poussins qui sont ensuite devenus des jeunes coqs et après devenus souvent, après être devenus des jeunes coqs, ils essayent de les garder quelques jours, surtout en condition qu'on a là, au lieu de 32 jours. On essaie de les garder jusqu'à 40, mordant de plage jusqu'à 45 jours, peut-être souvent un plus. Si les conditions ne sont pas là pour Kagabonia, tu es obligé de le garder, sinon tu vas vendre à perte. Et quand tu le gardes aussi, tu es obligé de le nourrir. Et quand tu le nourris plus, il va pour le perdre, qu'il la perte, qu'il la vie bien. Pourquoi pour le chair là, ça nous arrive? Parce que la chaîne n'est pas maîtrisée. Sinon, si la chaîne est maîtrisée, c'est tellement facile. Vous qui êtes producteur, vous n'allez même pas vous soucier de la vente. Parce que depuis que la production qui est votre usine parallèle, usine de la foi, et pour amener le poulet. Et ils sont même pressés. Vous êtes pressés de produire, production avant pour y avoir ça. Tout le monde sera plus à l'aise. Mais malheureusement, on ne parvient pas à avoir cette organisation-là. En tout cas, c'est quoi. On a beau tout dire, beau tout faire, mais malheureusement, ça ne parvient pas à venir. Donc, si j'essaie de donner quelques chiffres, dans le monde, ils font une estimation de 54 milliards de poulets qui sont élevés et abattus chaque année dans le monde. 6,5 milliards de poulets sont élevés et abattus chaque année au sein de l'Union européenne. Près de 800 millions de poulets sont élevés et abattus chaque année en France sur les 6,5 milliards de l'Union européenne. 83% des poulets élevés en France n'ont jamais accès à l'extérieur. Chez nous, souvent, ils sont déjà à l'extérieur. 91% des Français sont contre l'élevage intensif de poulets. Nous, on n'a pas fait ces statistiques-là, mais il faut reconnaître que chez nous aussi, il y a une franche partie de la population qui préfère normalement aller acheter les poulets locaux. Là, ça assez oui, les locaux là, mais bien sûr que la grande partie de la population n'a pas forcément les moyens d'acheter le poulet local. Le poulet local étant extrêmement cher. Ce qui fait que nous, ces statistiques-là sont biaisées en quelque sorte.
Maintenant, quand on regarde à peu près la génétique du poulet de chair, vous allez voir que l'histoire nous raconte, en élevage standard, les poulets sont sélectionnés génétiquement, nourris et complémentés pour grossir le plus rapidement possible. Ils atteignent aujourd'hui leur poids d'abattage en 35 jours, soit 4 fois plus rapidement qu'en 1950. 4 fois plus rapidement. Est-ce que vous voyez les travaux de la science? Donc, cette croissance accélérée-là est à l'origine de nombreuses souffrances, malheureusement. Le boitérie, les malformations des os, défaillance cardiaque ou encore difficultés respiratoires viennent s'ajouter à des conditions de vie déjà difficiles. Maintenant, bien sûr que ces commentaires-là, ce n'est pas pour décourager celui qui fait les couleurs de chair. Hein? C'est pour inviter tout un chacun à aller un peu plus vers la démachination des différentes pratiques et des différents processus que nous faisons. C'est-à-dire, avant, on a tout robotisé, on a tout machinisé, mais présentement, il faut avoir le courage, de dire que vraiment, ça ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est pas facile avec une seule personne ou quelques personnes. Il n'est pas évident que l'on parvienne à le faire. Mais il faut que ça commence quelque part. Et que, au lieu qu'on veuille aujourd'hui quitter l'élevage en sol pour aller faire l'élevage en batterie ou dans des poulails fermés, peut-être qu'il serait beaucoup plus judicieux que certains jeunes de chez nous se mettent ensemble et essaient d'imaginer pour nous-mêmes dans quelles conditions est-ce qu'on peut arriver à réagir correctement face à de telles tendances. Parce que une tendance qui se lie à l'étranger, qui se lie en quelque sorte à la matière première étrangère, cette tendance-là, c'est vain. C'est vain parce que ça n'amènera nulle part, absolument nulle part. Donc, j'ai dit que la poule, elle a hérité des mêmes comportements que ce petit oiseau-là, c'est beau. Donc, elle marche, elle avance un peu, elle gratte, elle picole. Ensuite, elle regarde, après, elle continue. Et elle essaie de prendre des bains de poussière, de construire son nid et se percher pour être en sécurité. Maintenant, dans la plupart des élevages, les arbres sont désormais hors de sa portée. Et la poule pondeuse n'a même pas la possibilité d'exprimer ses comportements les plus élémentaires, comme celui de déployer ses ailes. Et beaucoup de personnes qui font les pondeuses mettent des petites sortes de niches, des cases dans le poulailler pour que la pondeuse aille pondre là-bas, sans même trop savoir pourquoi est-ce que la pondeuse fait ça. Ou bien mettre une sorte de petite bassine pour que la pondeuse s'isole et fasse la ponte. C'est-à-dire, en quelque sorte, ça va un caractère de là, en fait. Quand tu la mets dans un milieu ambiant, c'est pas qu'elle ne va pas pondre, mais c'est qu'elle a l'air vite. Donc, on essaie de l'isoler de cette manière-là. Maintenant, les élevages intensifs se sont en effet multipliés après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'objectif principal, bien sûr, il y avait la productivité des poules. Donc, elles sont alors confinées dans des cages, dans des bâtiments fermés, sous un faible éclairage artificiel et considérées comme simple unité de production. C'est en quelque sorte la machinisation, si on veut, de l'espèce animale. Et après, ils ont machinisé l'espèce humaine aussi. Donc, on fait un autre niveau là, on a conséquence. Elles sont alors confinées dans des cages, comme je l'ai dit. Et heureusement, d'autres systèmes d'élevage présentent une alternative viable. Et l'élevage en batterie,
comme le plein air, aussi sont en train de prendre de l'ampleur. Mais si on prend le processus en France, par exemple, jusqu'à présent, il y a 47% des poules qui sont élevées en cage. Et on est face à un dilemme où plus tu concentres une grande population sur une densité petite, plus il y a de risques quand il y a de grands problèmes comme les crises de maladies, comme les crises comme le Covid là et tout. Ça fait que malheureusement, on se retrouve dans une situation très, très, très difficile. Parce que directement, tu peux perdre beaucoup de bêtes. Donc, est-ce que la solution, c'est d'aller vers les cages? Je ne sais pas. Moi, je pense que la solution, c'est dans la réflexion. Il faut que nous-mêmes, on réfléchisse, qu'on essaie de trouver des solutions. Mais réfléchir, ce n'est pas facile quand tu as la tête sur mille et une choses. Mais quand est-ce que réfléchir devient facile? Quand, dans la chaîne de valeur, les gens parviennent à se perfectionner. Qu'est-ce que je veux dire par se perfectionner? Que les gens acceptent de sortir de leur zone de confort qui est en train de leur octroyer à peu près tout ce dont ils ont besoin pour l'agriculture. L'aliment vient te trouver là où tu es, en quelque sorte, le poussin aussi vient te trouver là où tu es. Le poulailler, il est fait comme tout le monde l'a déjà fait. Il faut que les gens sortent de leur zone de confort et qu'ils essayent d'aspirer à autre chose et qu'ils essayent de se perfectionner dans ce qu'ils sont en train de faire. S'ils se perfectionnent à cela, chacun à son niveau, vous allez voir qu'un groupe de personnes qui est lié l'un à l'autre, tout le monde, donc concernant les pondeuses aussi, je ne vais pas trop parler, mais il faut faire attention à la densité des bâtiments aussi, le parcours extérieur. Il faut faire attention, beaucoup attention à la taille du cheptel, la taille de l'accident dont on parle. Et surtout, pour la pondeuse, il faut faire attention à cette question-là qui va sûrement venir. Quels sont les médicaments que l'on utilise pour la maintenir? Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que la pondeuse, elle doit être maintenue pendant plusieurs mois. Et contrairement à la poule pondeuse, au poulet de chair, qui est utilisé et abattu jusqu'à 32, voire 45. Donc, durant la production, quand une poule pondeuse meurt, il y a beaucoup d'œufs que le propriétaire voit partir, malheureusement. Donc, quand la chef enfant fait produit, il y a si il est parvenu, si la poule, si elle est parvenue à faire que, par exemple, 10% de ça et qu'elle est morte, ça fait mal. Donc, après la pondeuse, on va évoluer sur quel produit est-ce qu'on est en train de suivre ensemble? Sur les volailles ornementales. Pour les volailles ornementales, normalement, nous avons un spécialiste, mais malheureusement, il n'est pas là. Celui qui doit parler de cela, il en a fait pendant peut-être 15 ans. Je vais faire déplacer la volaille ornementale et la volaille hybride dans une autre session pour que lui, il puisse être présent et qu'il puisse en parler. Donc maintenant, on va parler d'abattage. Donc l'abattage du poulet, surtout du poulet, les autres bêtes en général sont consommées sur commande. L'abattage du poulet chez nous, ça se fait de manière très, très, très mauvaise. Ceux qui font le conditionnement, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. S'il y en a parmi vous, vous devez savoir que dès que le poulet est abattu, qu'est-ce qui arrive? La décomposition, ça commence, n'est-ce pas? Dès qu'il y a abattage, la décomposition commence. Et quand la décomposition commence, la chose la plus importante qu'il y a à faire, c'est quoi? Maintenir la chaîne de froid. Maintenir la chaîne de froid en ce sens où le poulet, il est abattu, directement, tu essayes de l'amener à là où il doit être plumé, déplumé. Et ensuite, après ce processus-là, que l'intérieur soit enlevé et que les abats et tout soient enlevés, que la chair soit nettoyée et que ça soit mis au frigo. Voilà les choses à faire très rapidement.
Maintenant, quand vous regardez les abattoirs qu'il y a au niveau de Halte de Bamako, au niveau de l'hippodrome, au niveau de Afin 2000, est-ce que réellement on voit ça? Bien sûr que non. Maintenant, dans cette position-là, qu'est-ce qui arrive? On est face à un dilemme où la chaîne de froid rompue du produit atteint le client final. Donc, au lieu de le servir, c'est en train de le rendre malade. Et malheureusement, les gens ne sont pas au courant. Donc, maintenant, nous qui sommes les acteurs qui veulent en quelque sorte faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer d'apprendre c'est quoi l'abattage. Après abattage, quelles sont les étapes? Surtout la question concernant ce point, j'avais au niveau des étapes de l'abattage. Et ces étapes-là, leur importance. Donc, après avoir pu donner des informations correctes sur ça, vous allez voir que vous n'allez pas avoir de problème, Inch'Allah. Donc, je pense qu'on va essayer de poser l'exposé ici, d'arrêter l'exposé ici. Et on va prendre quelques minutes de questions et réponses. Ça fait déjà 1h30. Je vais essayer de faire un programme d'1h, 1h20 comme ça. Alors, parmi nos amis qui sont présents, est-ce qu'il y a des questions? Une troisième fois, y a-t-il des questions? Ok, donc, s'il n'y en a pas, Monsieur Soutera disait qu'il n'entend rien. On est désolé, mais comme c'est enregistré, on va peut-être pouvoir partager avec vous. Il n'y a pas de questions, on va arrêter. Donc, merci à vous tous d'avoir participé. J'espère que ça a été bénéfique. C'est une première, et pour nous et pour vous. On va tous y gagner dans ce moment. Donc, passez une excellente soirée. On vous remercie d'avoir participé. Merci également. C'était bénéfique.